Bonjour à tous, je suis Sylvaine de ROCD.fr, le premier site francophone dédié au top du couple et créé en 2013. Je vous propose aujourd'hui une interview questions-réponses avec Rodolphe Furlot, thérapeute spécialisé sur les obsessions idéatives, phobiques et impulsives. Nous nous connaissons depuis 2007 et Rodolphe a participé en 2015 à finaliser le travail nécessaire pour une rémission totale du trouble nous concernant. Parce que oui, c'est parfaitement possible et on va évoquer à travers les questions que nous vous avons demandées sur le groupe un certain nombre de points concernant le TOC, les différents types de compulsions et leurs effets, les thérapies associées et la rémission. Bonjour Rodolphe, peux-tu te présenter Bonjour rapidement Sylvaine. Oui, euh, bien sûr. peux-tu te présenter rapidement pour Alors, permettre aux personnes qui visionnent la vidéo d'en savoir plus sur toi? bien sûr. Alors en fait, déjà, moi, j'ai connu le TOC du couple ROCD, donc j'ai eu des obsessions phobiques, j'ai eu des obsessions idéatives, donc je connais très bien le sujet. J'ai été formé notamment par le docteur Lamanière en partie sur la comportementale. Là, je suis à l'école de médecine de Paris-Descartes en psychopathologie et psychothérapie. À côté, je suis sophrologue, je suis aussi hypnothérapeute euh, et j'ai suivi des études en psychologie à l'université également et en Sciences Po. Donc un éventail assez large en fait de choses. Et je pense que c'est important effectivement pour pouvoir traiter des gens qui souffrent de ce type de troubles euh, parce qu'ils sont méconnus et aussi parce qu'il faut un éventail large d'outils thérapeutiques à mon sens. Tout à Voilà, fait. Sylvain. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le TOC du couple? Alors, le TOC du couple, en fait, c'est une forme de TOC. On a tendance à parler du TOC du couple comme un trouble. En fait, c'est surtout une coloration du TOC, c'est-à-dire que c'est une forme obsessionnelle par rapport au couple. C'est-à-dire c'est la peur, en fait, tout simplement de ne plus aimer son conjoint ou sa conjointe. Ça devient obsessionnel, c'est donc récurrent, anxiogène, beaucoup d'angoisse. La personne va essayer de se prouver par A plus B qu'elle est toujours amoureuse de son homme ou de sa femme. Et on tombe dans des obsessions sans fin qui créent souvent d'ailleurs des crises de décompensation anxieuse, de la dépression. Voilà. Maintenant, on appelle ça des obsessions phobiques et idéatives. Donc, c'est une forme de TOC très particulière qui est encore très peu connue en France, malheureusement mais qui est tout à fait traitable. Et ça, on va pouvoir l'aborder ensemble tout à l'heure. Mais voilà, en fait, c'est vraiment la peur de ne plus aimer, de ne plus être attiré par la personne avec laquelle on est. Donc, c'est une peur phobique et obsessionnelle. Voilà. Oui, ou tout simplement aussi des fixations sur des défauts qui reviennent à la question première, est-ce que je l'aime, etc. Est-ce Tout à que fait. tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est une pensée intrusive, les symptômes qu'on Oui. peut y associer et s'il s'agit uniquement d'angoisse? Alors, non, il ne s'agit pas exclusivement d'angoisse. Une pensée intrusive, par définition, c'est assez simple. C'est une pensée qui est involontaire, donc qui crée du mal-être, pas nécessairement de l'angoisse, ça peut être de la frustration, de la colère, ça peut être un mal-être, tout simplement, même si c'est souvent de l'angoisse. Et c'est une pensée qui demande une réponse immédiate, sous peine, en fait, d'avoir plus d'angoisse et de doute. Voilà. Donc, une pensée intrusive typique, ça va être est-ce qu'il me plaît encore? Est-ce que je l'aime encore? Et la personne se doit de répondre tout de suite à cette pensée, sous peine d'avoir plus d'angoisse ou alors de mal-être, tout simplement. On a tendance à parler beaucoup d'angoisse, mais c'est vrai que le terme le plus juste pour moi, c'est le mal-être, parce qu'à un certain niveau, l'angoisse n'est plus si forte que ça. Voilà, Oui, avec l'habituation, effectivement, moi je l'ai remarqué aussi exactement. sur mon parcours, l'angoisse avait plus ou moins disparu et par contre ça laissait place à d'autres émotions comme la colère, l'irritabilité ou juste une sensation de mal-être, effectivement. Exactement. Mmh. Ça peut être du mal-être. D'ailleurs, on peut parler d'émotions intrusives aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des pensées intrusives, il y a aussi des émotions intrusives, des sensations intrusives, des images intrusives. Tout à fait. Et c'est toujours la même définition. Toujours la même définition, c'est-à-dire la peur, en fait, l'angoisse ou le mal-être et une obligation d'y répondre tout de suite et maintenant sous peine d'avoir plus de mal-être ou de doute. En Oui, fait, puis c'est un petit peu ce qu'on appelle. c'est important tout Oui, ça, de ce que tu décris effectivement, parce que souvent on se limite à se dire que c'est juste que des pensées, alors qu'effectivement on oui, peut être attaqué par des images qui apparaissent ou par des tout à fait. sensations, une sensation un peu d'étrangeté ou une sensation de mal-être quand on prend son conjoint.
et qui vont en fait générer tout le schéma de pensée qui en découle. Et Exactement, c'est intéressant c'est aussi ça. ce que tu dis par rapport aux émotions, parce que souvent on pense que quand on n'a plus d'angoisse, ça veut dire que c'est peut-être là une fausse vérité, qu'on a vraiment un souci par rapport à son couple. Comme tu disais tout à l'heure, oui, il y a l'habituation, qui est un terme qui est connu en thérapie comportementale. La personne a tendance à s'habituer effectivement aux symptômes et peut ne plus avoir d'angoisse vraiment manifeste. Par contre, des sensations, par exemple, vous allez être ensemble sur le canapé, la personne va ressentir quelque chose, une sensation négative, et du coup, ça va créer une pensée automatique, des pensées neutralisantes et tout ce qu'on connaît sur le TOC, Tout à c'est-à-dire fait. des ruminations incessantes. Voilà. Oui, qui peuvent durer plusieurs heures par jour. Oui, jusqu'à Voilà. 8 heures, hein. Ça peut aller jusqu'à 8, 9 heures Ah parfois. bah, Donc, moi, je c'est sais que dans mes plus grandes phases, surtout les tout débuts de TOC, c'était du réveil au coucher. Donc, avec bien sûr des phases où on est un peu occupé forcément parce qu'il y a des moments où on travaille, etc. Mais ça restait quand même beaucoup en toile de fond. C'était quand même Après, moi, très fort. j'ai même des patients qui rêvent, qui ont des cauchemars aussi. Donc, ça Oui, veut dire qu'en fait, aussi. leur cerveau est toujours en train de turbiner. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un message de l'inconscient ou quoi que ce soit. Ça veut simplement dire que le cerveau essaie de trouver une solution et il fait ce qu'il peut, en fait, hein. Il essaie de Tout à fait. désacraliser, en fait, le problème. Ça ne veut pas dire derrière que si vous rêvez, par exemple, d'un homme ou d'une femme alors que vous êtes en couple, c'est pas un message de l'inconscient qui va vous dire il faut absolument aller vers cette personne. Non, c'est qu'en fait le cerveau essaie de se dépêtrer de toutes ces ruminations et ces obsessions et du coup il essaie de désacraliser l'angoisse qui est associée, quoi. Tout Voilà. à fait, et ça m'est arrivé, donc effectivement, je confirme qu'on peut en faire des rêves et enfin, qui tournent au cauchemar, en fait, tout simplement pour ces personnes-là. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer dans tout ça la phobie d'impulsion? Alors la phobie d'impulsion, c'est ce qu'on appelle des obsessions impulsives. Alors la phobie d'impulsion, c'est une forme de TOC mais qui est très proche du ROCD. Euh, C'est-à-dire qu'on a les obsessions phobiques d'un côté et idéatives, comme le ROCD, le HOCD, ce genre de choses, la peur d'être homosexuel. Et on a la phobie d'impulsion qui est une obsession impulsive, c'est-à-dire la peur de commettre des actes qui ne sont pas de l'ordre de nos valeurs. Donc la peur imminente de tuer, par exemple. La peur de violer, ça peut arriver aussi, la peur de hurler. Voilà. Donc en fait, ce sont des obsessions qui sont phobiques aussi, mais qu'on appelle obsessions impulsives parce qu'on a l'impression d'avoir une pulsion sur le moment, comme si on allait tuer la personne, étrangler la personne ou quitter la personne, ce qu'on retrouve dans le ROCD aussi, où les gens peuvent avoir d'un coup comme ça une peur de quitter leur conjoint, alors que ça ne se fait jamais. Voilà. Ouais, moi, Donc ça fait partie du TOC aussi. j'en ai eu des phobies Oui, d'impulsion, et moi, par exemple, bah, il y avait ça, le fait de devoir, la peur de devoir rompre subitement. Ça pouvait être aussi la peur de sortir, de peur de tromper subitement mon conjoint avec un parfait inconnu, exactement, tout la à peur fait. de tomber follement amoureuse d'un parfait inconnu, etc. Effectivement, dans le cas du TOC sur le couple, effectivement, ça peut se manifester comme ça. Une personne va se promener, va avoir peur d'un coup de se jeter sur une personne, d'avoir en fait une sorte de passion pour quelqu'un et l'embrasser. Oui, en fait, c'est tout, finalement, toutes les peurs qu'on peut avoir, c'est la peur en fait d'avoir envie. Voilà. La C'est phobie ça. d'impulsion, c'est la peur d'avoir envie. Et d'avoir envie, on ne peut pas avoir peur d'avoir envie. En fait, ça n'a pas de sens si on y réfléchit un petit peu Et d'ailleurs. d'ailleurs, il Voilà. faut faire attention Et à ça parce que c'est un piège, parce que du coup, les personnes commencent à ne plus vouloir sortir, à ne plus vouloir fréquenter des personnes du sexe opposé, et du coup, en fait, elles rentrent dans l'évitement, et en fait, ça tout ne à fait fait. qu'aggraver le trouble. Exactement. Alors ça, on va en parler après. C'est tout ce qui aggrave le trouble, effectivement, les évitements, les compulsions, les pensées neutralisantes. Bah Tout ça, en justement, fait, alimente. Voilà. justement, quel type de compulsion il existe dans ce trouble, enfin, dans les TOC? Alors, il faut savoir que le terme compulsion, et c'est pour ça que ça fait beaucoup de débats en Europe, notamment parce qu'aux États-Unis, ils sont à un autre niveau, on va dire. Ouais. Ils ont des années d'avance. Le mot compulsion veut dire acte. Donc, en fait, quand on prend un TOC classique, une personne qui va aller se laver les mains 200 fois par jour, on appelle ça une compulsion, parce que c'est un acte, en fait. La personne se rassure par ces biais-là. Mais il existe aussi des compulsions de type ROCD, par exemple. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, la personne va aller sur des forums pendant des heures pour se rassurer, pour se prouver qu'elle aime
son compagnon, par exemple, ou sa compagne, s'il aime sa compagne, ou peu importe d'ailleurs. Et par exemple, c'est aussi la réassurance auprès du conjoint, la réassurance auprès des gens. Tout ça sont des compulsions puisque ce sont des actes destinés à se rassurer. Maintenant, il ne faut pas oublier tout ce qu'on appelle les pensées neutralisantes, qui sont du même acabit que les compulsions, mais qui ne sont pas des actes. Les pensées neutralisantes, qui sont des ruminations incessantes. On va ruminer pendant des heures pour se prouver qu'on aime la personne, qu'elle nous convient, des projections. Tout ça, ce sont des pensées neutralisantes. Cotreau en parle d'ailleurs très très bien, Jean Cotreau dans Les Ennemis intérieurs. Voilà. Mais c'est aussi se tester. Se tester. C'est aussi se tester, effectivement, bien sûr. Aller sur des sites, se tester, faire les fameux tests. Bon, j'en avais déjà parlé, mais les fameux tests, les 10 choses qui prouvent que vous aimez votre partenaire, ce genre de choses, alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en faisant ça, sur le moment, on a l'impression de se soulager un peu. Et le problème, c'est que sur le long terme, en fait, le TOC devient chronique. C'est comme toutes les compulsions et les pensées neutralisantes. Voilà, il s'aggrave, il prend une proportion assez hallucinante et il a tendance à s'exacerber avec le temps. C'est pour ça qu'il faut le prendre vraiment au sérieux et c'est pour ça que la thérapie est axée sur justement toutes ces pensées neutralisantes et ces compulsions. Mais ça, on va en parler. Du coup, il y avait une question qui était intéressante par rapport aux vases communicants et au déplacement des symptômes. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est si on s'attaque aux symptômes, et c'est là où je rejoins pour le coup les thérapeutes d'inspiration analytique, si on s'attaque aux symptômes purs, on va avoir un déplacement de symptômes. Donc, par exemple, si vous avez un ROCD et qu'on travaille uniquement sur ces symptômes-là, par exemple, il va se déplacer très souvent vers la peur d'être homosexuel, la peur de mourir, des obsessions phobiques diverses et variées. Donc, le but en thérapie, c'est vraiment de travailler de façon globale, holistique, par rapport aux obsessions et aux angoisses. Bien sûr, il faut travailler sur les symptômes, il faut travailler sur le sujet lui-même, le TOC sur le couple, mais il faut s'intéresser aussi à tout ce qui est comorbidité, parce qu'il y a, tu vas venir à ça, je pense. Il y a beaucoup de comorbidités, je crois qu'on est de l'ordre de 60% de comorbidité dans le cadre du TOC et de ces troubles-là. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a des déplacements de symptômes à partir du moment où on ne travaille que en fait sur un thème. Il ne faut pas travailler que sur le ROCD parce qu'il va se déplacer. Voilà. D'ailleurs, sur le site rocd.fr, j'avais mis des sondages que certaines personnes ont complétés. Et effectivement, on voit les comorbidités, puisque ce qui ressort, bon, essentiellement, c'est quand même les troubles anxieux, troubles anxieux généralisés, mais c'est aussi la dépression, les phobies et autres. Oui. Donc, on trouve souvent effectivement le trouble anxieux généralisé associé. On trouve effectivement des dépressions majeures. Bon, après, c'est aussi les conséquences de ces obsessions, parce qu'à force de ruminer pendant des heures, évidemment, au bout d'un moment, il y a aussi l'agoraphobie qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, parce que les gens ont tendance à s'enfermer de plus en plus et à se replier sur eux-mêmes, alors qu'il faudrait plus être dans l'exposition, mais c'est pas facile. Il faut un thérapeute par rapport à ça, encore une fois. Il faut bien le rappeler. Donc voilà. Oui, parce que justement, quand tu parles de thérapeute, et j'aimerais bien mettre en avant ce point-là, c'est que on a beaucoup de personnes qui ne se prennent pas en charge et qui, du coup, rentrent dans des situations où ils ne sont pas gérés. Donc, en fait, ils se retrouvent à croire à une solution miracle et à attendre une sensation de vérité qui, finalement, ne fait qu'empirer le truc parce qu'il n'est pas pris en charge. Donc, j'aimerais bien insister sur ce point-là en disant que c'est essentiel de se prendre en charge avec un thérapeute qui connaît ces troubles. Et on va revenir après pour savoir les bonnes questions à poser à un thérapeute pour savoir s'il sait gérer ce point-là. Mais d'abord, avant ça, j'aimerais bien que tu nous parles un peu des thérapies qui sont adaptées pour le TOC du couple et lesquelles sont indispensables pour une rémission. Alors, ça, pour répondre à ça, ça va être assez simple. Il y a des études scientifiques qui ont été faites aux États-Unis, en France, au Québec, dans beaucoup de pays. La seule, et on le voit aussi très bien à l'Université de médecine Paris-Descartes où j'interviens, on se rend compte que la seule thérapie qui a prouvé une efficacité, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a d'autres. La réalité, c'est que celle qui a été vraiment testée, qui a prouvé une efficacité, c'est la thérapie cognitive et comportementale, qui a été complétée après ce qu'on appelle la troisième vague des thérapies cognitives et comportementales, la thérapie d'acceptation et d'engagement. On en parlera tout à l'heure. Donc, ça, plus
ce qu'on appelle les antidépresseurs de la recapture de la sérotonine, parce qu'il s'avère qu'il y a un dysfonctionnement sérotoninergique qu'on retrouve très souvent chez les gens qui ont des TOC, mais aussi une dépression, hein, souvent. Tout à fait. Et voilà, en général, l'alliance des deux permet d'avoir des très bons résultats. Le reste, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis hypnothérapeute aussi. Je pratique le MDR. Ça n'a jamais prouvé aucune efficacité. Donc, voilà, il faut effectivement s'orienter plus vers des gens qui sont spécialisés dans les TCC, non pas parce que c'est la meilleure des thérapies, pas du tout, mais parce que c'est la seule scientifiquement qui a prouvé une efficacité. Tout à fait. Et on le voit aux États-Unis, on le voit en France. Il faut connaître les spécialistes. On a des sources. Ça vient pas de n'importe où. Donc, il faut aussi se méfier à ce qu'on peut vous proposer parce qu'on n'est pas dans le développement personnel. Voilà, on est face à des gens qui souffrent. Et dans la TCC, on met notamment en avant l'exposition, Oui, qui est un point important pour la thérapie. Et d'ailleurs, dans les thérapeutes qui sont plus ou moins spécialisés dans le monde, on a quand même un certain nombre, et même en France. Moi, je pense à Guy Doron, qui a permis beaucoup de faire des études scientifiques sur le sujet. Et tu connais aussi les oui. thérapeutes français les plus connus, hein. Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai rencontré le docteur Lamanière, j'ai rencontré alors j'ai le docteur Cotreau que j'ai eu au téléphone aussi, donc qui a été un précurseur de ça. Donc il y a tout un tas de matières là-dessus. Il a fait énormément de travail sur le TOC. Après, le problème, c'est tout ce qui est obsession phobique, c'est-à-dire des TOC qui ne sont pas classiques. C'est vrai qu'on manque beaucoup de matière, et c'est pour ça que toi et moi d'ailleurs, on se bat là-dessus depuis assez longtemps parce qu'il y a un vrai vide là-dessus. Mais il y a quand même des chercheurs qui ont toujours été là, effectivement, et bien avant nous. Tu citais Doron, effectivement. Il y a Jean Cotreau qui a quand même aussi permis de faire avancer les choses. Il y a aussi Philipson aux Ouais, États-Unis, très bon avec qui d'ailleurs. j'ai été en relation. Et voilà, tout ça ne se base pas que sur de l'empirisme, même si l'empirisme est important. Il y a tout un travail scientifique aussi en amont, effectivement. Oui, puis il y a aussi un point que je voulais aborder et qui est important, c'est une hygiène de vie. Parce que beaucoup oublient Oui, ce point-là. Et pour avoir une bonne hygiène de vie, ça passe notamment par un bon sommeil. Donc, ce n'est pas toujours évident quand on a beaucoup de ruminations, mais c'est justement l'intérêt d'une prise en charge médicamenteuse. Mais ce genre de points comme le sport ou autre. alors c'est vrai que l'hygiène de vie, on a tendance à le mettre un petit peu de côté, c'est très important. Je prends souvent certains exemples, pardon, comme certaines personnes qui peuvent avoir des troubles physiques ou des troubles médicaux, des problèmes médicaux ou des maladies. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour le TOC, il faut savoir s'écouter. S'écouter, ça veut dire avoir effectivement un bon sommeil, parce que le sommeil est le pire ennemi des gens qui ont des TOC. Alors je sais qu'on préfère faire la fête et ne pas trop dormir, mais il faut avoir son quota de sommeil, c'est très important. Le sport a prouvé aussi de nombreuses vertus, donc voilà, bon, en ce moment avec le confinement et tout ça, c'est un Mm. peu compliqué, hein, Ouais. voilà, pas de se cacher, mais effectivement, l'hygiène de vie est très importante. Après, on peut parler aussi des changements de vie, etc., qui peuvent aussi empirer les symptômes, par exemple. Tout à fait. Mais oui, tu as raison d'insister là-dessus parce que c'est tout aussi important qu'une thérapie au final. Les deux sont indissociables pour moi en fait, quoi. Je pense Voilà. aussi. Et du coup, on parlait des questions des thérapies associées pour aller vers une rémission. Et on a eu des questions Oui. intéressantes par rapport aux rémissions, à savoir quelle est la différence entre une rémission partielle, une rémission complète, et est-ce que dans la rémission complète, il n'y avait plus aucun symptôme? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent, effectivement. Alors la notion de guérison, mais pour moi, n'est pas du tout adaptée. Pourquoi? Parce qu'une guérison, c'est un retour à un état originel. Quand on a une grippe, on a une grippe. Au bout de 3 semaines, on revient. Alors, je parle pas encore une fois du coronavirus, hein, bien sûr, mais on peut prendre une angine. Au bout de 3 semaines, on revient à un état originel, c'est-à-dire sans symptômes. Les troubles comme le ROCD, donc les obsessions phobiques idéatives, le TOC, etc., ce sont des troubles sur lesquels on se construit. Donc, on ne peut pas aspirer à avoir zéro symptôme. Ça n'a aucun sens. Déjà, ce n'est pas bon pour le patient puisqu'il va essayer de tendre, d'aspirer à la guérison et du coup, il n'est pas du tout dans l'acceptation non plus de ce qui peut se passer. En fait, on parle de rémission parce qu'on peut arriver à un niveau d'angoisse et d'obsession qui est tellement bas que la personne, en fait, va pouvoir être épanouie. Il faut bien savoir, et ça, je me réfère encore au docteur Cotreau, il y a des études qui ont été faites dans les années 90 sur les pensées intrusives. Tout le monde a des pensées intrusives. Oui, Donc le problème, c'est pas d'éradiquer les pensées intrusives, ça n'a aucun sens.
C'est pas comme éradiquer des symptômes, par exemple comme des frissons ou une tachycardie, ça n'a aucun sens. C'est les accepter, travailler dessus, se confronter, comme tu disais aussi, à l'angoisse. Tout ça va permettre effectivement une rémission. Alors après, quelle est la différence entre rémission partielle et complète? C'est que la rémission partielle, elle intervient plus vite et il y a tendance à y avoir encore des rechutes. Et la rechute, en fait, même si elle est, alors quand je dis rechute, c'est des phases en fait avec des up and down très prononcés, parfois, et des angoisses un peu exacerbées, on va dire, des attaques de panique parfois. Mais ces phases down sont importantes aussi pour pouvoir comprendre ce qu'on n'a pas assimilé, par exemple, en thérapie, et elles nous permettent d'arriver vers une rémission complète où là, finalement, il n'y a plus de rechute. Donc, la grande différence entre rémission partielle et complète, au final, c'est l'absence de rechute. Voilà. Oui, C'est arriver à un niveau d'angoisse et d'obsession qui est tellement bas sur du long terme. Alors, on va dire 1 an à peu près, hein, 1 an et demi, on va dire, où là, on arrive vraiment à ce niveau-là. La rémission partielle, on peut y arriver entre 6 et 8 mois. Après, encore une fois, c'est de la psychologie. Hein, donc, ce ne sont pas des mathématiques. Donc, après, ça va dépendre des gens, de leur âge, ça demande de etc. Et de la l'investissement. comorbidité. Ça demande beaucoup d'investissement parce que certains nombres pensent qu'il va y avoir, comme on disait tout à l'heure, une solution miracle qui fait que, paf, Oui, ça va disparaître comme c'est arrivé. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Et aussi, moi, ça ne. Ouais. pardon, excuse-moi. Non, 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 je disais juste qu'effectivement, tu as raison. La solution miracle, il n'y en a pas. C'est pas la peine d'essayer de trouver une solution miracle. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il faut bien s'imaginer qu'il y a des chercheurs qui travaillent quand même sur le TOC depuis très, très longtemps. Ces symptômes-là ne sont pas très connus. Tout ce qui est obsession phobique, idéative ne sont pas très connus, mais il y a des chercheurs qui travaillent dessus. Ce n'est absolument pas un développement personnel ou une thérapie qui va sortir de n'importe où, qui va enrayer tous les symptômes d'un coup. Ça n'a pour moi vraiment Tout à aucun fait. sens, quoi. Voilà. Après, moi, je suis en rémission totale enfin complète depuis 4-5 ans maintenant. Oui, Et effectivement, je vois bien la différence entre parce qu'aujourd'hui, moi qui parle avec quand même énormément de personnes qui souffrent du TOC, qui gèrent le couple, etc., c'est vrai que j'ai l'impression que c'était il y a très très longtemps pour moi. En fait, c'est juste que je suis comme tout le monde, en fait. Hein. J'ai des pensées comme tout le monde, des pensées qui pourraient arriver et qui pourraient me déranger, mais je fais avec tous les outils que tu m'as appris, le développement personnel que j'ai fait pendant un certain nombre d'années, le fait d'avoir aidé beaucoup de gens, fait que j'ai une palette d'outils nécessaires et utiles au moment où ces pensées arrivent. Ce qui fait que je ne me focalise plus dessus et en fait, je passe à autre chose. Je décide de passer à oui, autre chose, tout simplement. Et c'est ça. C'est un positionnement, effectivement. Il y a un positionnement par rapport à ça. Et puis, la comportementale, la thérapie cognitive et comportementale, c'est pas non plus une sorte de, parce qu'on pourrait voir ça comme une sorte de thérapie très cloisonnée. Mais en fait, ça ouvre plein de chemins aussi sur d'autres choses. Il n'y a pas que la comportementale, c'est qu'une fois qu'on a fait la thérapie sur 6 mois, par exemple, bah, on peut s'ouvrir à d'autres choses, du développement personnel. Il y a la méditation de pleine conscience que tu connais très bien. ouais. Il y a la CT, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Il y a la respiration, la sophrologie. Il y a plein de choses aussi. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment avoir les outils pour pouvoir accéder à ça. Voilà. Je, Ça, je c'est un pense tremplin. effectivement que il faut d'abord commencer par une thérapie comportementale et cognitive qui va être accouplée avec d'autres éléments, mais avant d'envisager d'autres solutions, d'autres biais de développement personnel, il faut déjà avoir les outils pour être capable de gérer Ouais. au quotidien son trouble. Parce que ça, c'est quelque chose Je pense d'important. aussi. Mm. Après, après tous les chemins, enfin, on a tous un cheminement différent. Hein. Il n'y a pas le meilleur cheminement du monde et puis le plus mauvais. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, on a la chance d'avoir des gens qui s'expriment un peu à ce sujet-là. Donc, faut se prendre vraiment, faut se prendre en charge. Parce que moi, à l'époque, il n'y avait strictement rien. Des psychanalyses, j'en ai fait plusieurs. Thérapie d'inspiration analytique, j'en ai fait Oui, aussi. Ça n'a fait moi aussi. qu'aggraver le trouble. Mm. Euh, en créant le premier site, je crois que c'était en 2003 ou 2004, je sais plus, sur les Oui, obsessions idéatives phobiques et les phobies d'intuition. C'est là où j'ai découvert tout un tas de choses qui existaient aux États-Unis notamment et en oui, Israël, puisque hein, oui, tu sais oui. que voilà. Et, et voilà, maintenant, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre une recette magique, ça n'existe pas. Voilà. Par contre, il faut quand même aller voir un thérapeute spécialisé, c'est là où le bas blesse, parce que c'est vrai que la spécialisation sur ce trouble-là, malheureusement, il y a encore du travail à faire. Tout à Mais bon, fait. On y arrivera peut-être un jour, hein. on y arrivera, c'est sûr. Mais en tout cas, je m'y attelle. Et puis, puis toi aussi, d'ailleurs, par le Oui, biais de ton site, il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi.
La recherche, ça n'est pas non plus dédié qu'aux chercheurs. Je pense que c'est important aussi d'avoir des gens qui ont souffert de ça, comme toi, et qui vont chercher des informations, qui les regroupent, etc. Donc, continue, c'est bien. Tout à fait, merci. Dis-moi pour finir, quelles questions pourrait-on poser à un psy pour s'assurer qu'ils connaissent le trouble et qu'ils puissent être à même d'accompagner les patients? Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est s'il est spécialisé en TCC, donc en thérapie cognitive et comportementale. Déjà. Bon, ça suffit pas. Ensuite, il faut lui demander s'il connaît la thérapie d'acceptation et d'engagement, parce qu'elle est importante aussi. C'est la troisième vague des TCC, comme je l'ai expliqué. Elle est assez peu connue, finalement. Ensuite, il faut lui demander une simple chose, le PR. En comportemental, on va vous demander de vous exposer à vos peurs. Ça s'appelle de l'exposition avec prévention de la réponse. C'est la première chose qu'il faut demander à un thérapeute. Qu'est-ce que vous allez mettre en place comme outil dans le cadre de l'EPR? Si le psy botte en touche ou vous dit ah ben non, on ne peut pas vous exposer puisque ce sont des pensées, fuyez. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire qu'il ne connaît pas ce trouble-là. Il y a tout un tas d'outils qu'on a à disposition. Pour ça, encore faut-il les connaître. Donc la première question à poser, c'est TCC, ACT, savoir comment il pratique l'EPR, combien de temps à peu près la thérapie va durer, et essayer de lui poser aussi des questions du type est-ce que vous connaissez les obsessions phobiques et idéatives? Voilà. Ouais. Ça, c'est un test qui peut être intéressant parce que malheureusement, la plupart des psys connaissent ce terme-là, mais ne l'ont pas approfondi. C'est pas de leur faute, ils peuvent être très bons sur plein de domaines, il n'y a pas de souci. Mais c'est un domaine très particulier où il n'y a pas énormément de matière non plus. Il faut aller les chercher dans les autres pays en général, à part Cotron que j'ai pu citer ou La Manière, voilà. Donc voilà. Ce que je pourrais dire par rapport à ça. Après, lui demander vraiment s'il connaît les obsessions phobiques et idéatives et qu'est-ce qu'il a comme outil en fait à proposer, tout simplement. D'accord. Voilà. Il a un devoir d'information, il ne faut pas oublier ça. Hein. Donc, surtout s'il est médecin. S'il est psychiatre, il a un devoir d'information. Donc, voilà. Après, libre à lui de déléguer aussi. Voilà. Maintenant, il y a des très bons psys, malheureusement. Il y en a très peu qui sont spécialisés dans ce trouble-là. Mais je dirais que les questions à poser, les principales, je pense que c'est celles-ci. Hein. Ce sont celles-ci. Je suis assez d'accord avec toi. Ça permet quand même de pas mal filtrer les thérapeutes compétents. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des grandes questions. Du coup, je te remercie, Rodolphe, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Et, avec plaisir. On refera prochainement des vidéos sur des thèmes plus précis pour essayer de vous apporter des réponses. Voilà. Bah, merci à toi. Et merci à toi pour le site. Hein. N'oublions pas quand même le site de Sylvaine, hein, qui est quand même le premier en France et enfin le premier sur le ROCD et qui est quand même bien fourni. Donc il faut aussi et qu'elle fait bénévolement. N'oublions pas ça quand même, hein, parce que moi je suis thérapeute, je suis dans ce métier-là. Sylvaine, elle est bénévole, donc voilà, elle mérite aussi quand même une certaine reconnaissance et en tout cas t'as la mienne, Sissi. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Bon bah merci beaucoup à toi et à très bientôt. Je t'en prie. À très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime en dessous et à vous abonner pour avoir une notification lorsque nous aurons fait de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt.